RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue, RFM Midi, l'heure du grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, propos jugés ethnicistes de Madiambal Diagne, un collectif citoyen saisit le CORED et le procureur de la République. Deux plaintes donc qui visent le patron du groupe Avenir Communication. L'Assemblée nationale examine à l'instant le projet de loi relatif au report des élections locales. La question divise la classe politique. Le FRN a d'ailleurs suspendu sa participation au dialogue politique. Le Front de résistance nationale s'offusque de l'attitude de la majorité qui veut que les locales se tiennent en 2022. Assemblée nationale toujours, le remplaçant de Issa Sall connu. Il s'agit de Cheikh Tidiane Ndiaye. Vendredi saint, célébration de la Passion du Christ, l'avant-veille de Pâques. Chemin de croix dans plusieurs paroisses tout à l'heure à 15h pour reprendre les 14 stations qui ont mené à la crucifixion de Jésus sur la croix. Et puis l'actualité internationale, ce sera avec Georges Déthié Diop. Le sport, Mohamed Ali Mouba. Point de vue polémique sur la tenue des élections locales. Comment trouver un consensus entre les deux principaux camps, le pouvoir et l'opposition? Débat en fin de journal. Barthélémy Ngom. À la technique de ce journal, Aliouba, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Deux plaintes contre le journaliste Madiambal Diagne devant le procureur de la République et devant le CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Un collectif d'une vingtaine de citoyens dénonce ces propos qu'ils jugent ethnicistes dans un article publié ces derniers jours. Leur mandataire, Alioune Badara Mboup, au téléphone avec Georges Déthié Diop. Nous avons pris nos responsabilités en produisant une pétition en ligne dont de nombreux et des centaines de Sénégalais ont souscrit, mais que nous avons aussi matérialisé par une plainte physique déposée aujourd'hui. Nous demandons au CORED de vouloir bien se saisir de cette affaire parce que la presse est un pouvoir, mais aussi un noble métier. Nous ne pouvons pas accepter, nous, citoyens sénégalais, que des gens tapis dans l'ombre puissent utiliser ce pouvoir pour déstabiliser notre cohésion sociale. Nous avons aussi visé des infractions au niveau du procureur de la République, dont la diffusion répétée de fausses nouvelles, allégations diffamatoires contre d'honnêtes et paisibles citoyens du même ethnie, tentative de jeter le discrédit sur une ethnie et une partie de la population, apologie de la haine, atteinte à la cohésion nationale, atteinte à l'unité nationale et à la paix civile. Nous demandons au procureur de la République, une fois, d'être procureur de la République et non procureur d'un clan ou d'un parti. Parce que nous avons constaté, quand il s'agit d'une plainte d'une personne qui dérange le pouvoir, le procureur a une célérité extraordinaire. Mais quand il s'agit d'une plainte qui vise quelqu'un qui est de l'APR ou bien quelqu'un qui a un lien avec le pouvoir, nous sentons un certain immobilisme. Nous ne pouvons pas accepter d'être dans un pays où on a deux citoyens. Un citoyen qu'on punit parce qu'il est de l'autre côté, mais un autre citoyen passe droit parce que simplement il a la carte de l'APR ou bien il est de connivence avec ce régime. Alioune Badara Mboup, le mandataire de ce collectif qui regroupe plusieurs citoyens, un collectif qui a décidé donc de saisir le CORED et le procureur de la République, deux plaintes qui visent Madiambal Diagne. Et nous reparlons du procès des 5 policiers impliqués dans la mort du jeune Lamine Koïta âgé de 26 ans. L'audience s'est tenue au tribunal de Fatick hier jusque tard dans la nuit. Le procureur a requis 2 ans dont 3 mois ferme contre les 5 policiers poursuivis pour abus d'autorité. Le délibéré Aminata Goudiaby est attendu le 6 mai prochain. La mère du défunt n'a pas pu contenir ses larmes en écoutant le film des faits racontés par un des témoins à la barre. Un peu plus d'1 an après la mort du jeune conducteur de moto Jakarta Amadou Lamine Koïta, les 7 témoins ont maintenu leur déclaration. Ils accusent tous les 5 policiers de la brigade de recherche d'avoir violemment tabassé Amadou Lamine Koïta avant de l'abandonner mal en point sur la plage de Malango. Il est décédé à l'hôpital régional de Fatick quelques minutes après y être amené par son ami avec qui il était interpellé par les éléments de la police. Les 5 policiers ont unanimement nié les faits à eux reprochés, mais le procureur a requis 2 ans de prison dont 3 mois fermes contre eux. Le délibéré final est attendu pour le 6 mai prochain. Les policiers sont accusés d'abus d'autorité. Tout commence le 10 février 2020. Un appel anonyme a informé la police de la présence de jeunes fumant du chanvre indien à l'arène municipale de Fatick, située au quartier Mbouban. À leur arrivée, les jeunes se sont dispersés, mais les policiers ont pu en interpeller 2, dont Amadou Lamine Koïta. Les 2 jeunes supposés fumeurs de chanvre indien ont été menottés et
fouillés, mais aucun cornet de chanvre indien n'a été retrouvé sur eux, selon les policiers qui affirment les avoir libérés immédiatement. Les témoins ont balayé d'un revers de main cette thèse. Ils ont tous révélé qu'après la fouille, les agents de la police ont conduit les deux jeunes à la plage de Malango. Sur place, ils les ont fait entrer de force dans une cabane pour les ruer de coups. Amadou Lamine Koïta, selon un des témoins, s'est plaint de douleurs à la poitrine avant de saigner du nez et de la bouche, ce qui a entraîné sa mort dès son arrivée à l'hôpital. Dans un premier temps, l'autopsie avait fait état d'une mort naturelle causée par une cardiopathie valvulaire. Mais la constance des témoins a poussé le procureur Abdou Aziz Danfakha à tenir un point de presse le 15 février 2020. Il avait annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour une meilleure manifestation de la vérité. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, midi 5 à la place Soweto. RFM 94.0, la radio en puissance. Salimata Aou, bonjour. Bonjour Barthélémy. Vous êtes présentement à l'Assemblée nationale qui examine justement le projet de loi relatif au report des élections locales. Est-ce que les travaux ont commencé? Oui, Barthélémy, les travaux ont commencé. Les députés se penchent actuellement sur le projet de loi numéro 5/2021 portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux. Mais au début de la séance, Barthélémy, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Agnès, a informé les députés de la déchéance de Issa Sall, comme le stipule l'article 7 du règlement intérieur. Il est remplacé par Cheikh Tidiane Ndiaye. On nous dit que c'est un promotionnaire même de Cheikh Issa Sall à l'ESP. C'est également l'actuel responsable national chargé des relations publiques du PUR. Pour le moment, Barthélémy, c'est le député Yaya Diallo qui est en train de lire le rapport fait au nom de la commission des lois, de la décentralisation et des droits humains. Juste pour préciser, dans le rapport, il a été mentionné que le gouvernement n'a jamais invoqué la COVID-19 pour reporter à nouveau les élections territoriales et que cette suspension a fait qu'une date n'a pas été proposée parce qu'il y avait la commission politique du dialogue national et sur ce, le gouvernement était donc obligé de revenir à l'Assemblée nationale pour un nouveau report en prévoyant une séquence temporelle qui ne saurait dépasser le 27 février. Actuellement, les travaux sont en cours à Barthélémy. Les travaux sont en cours, Salimata Aou. Merci beaucoup. Retenez justement que cette question du report des élections locales divise la classe politique. Le FRN, je le rappelle, a suspendu sa participation au dialogue politique. Le Front de résistance nationale s'offusque ainsi s'offusque contre l'attitude de la majorité qui veut que les locales se tiennent en 2022. La convention des professionnels de la santé qui menace de tenir un sit-in le 13 avril prochain, c'est pour dénoncer les modifications du projet de décret qui ont été faites, les modifications donc qui ont été faites à leur insu. Les membres de la convention ont décrié également ce qu'ils considèrent comme une incompétence du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Et c'est pourquoi ils interpellent directement le chef de l'État, Oumou Kalsoumli. La convention des professionnels de la santé dit niet au projet de décret en circulation qui veut donner un autre statut à l'NDSS. Mais ce Diouf est membre de la convention. Ce projet de décret-là, nous l'avons combattu depuis longtemps. Mais ce qui est grave, c'est que ce projet de décret-là, qui modifie le décret de l'NDSS, a été fait à l'insu des enseignants et de l'administration même. Même le directeur de l'école n'a pas été informé. Nous-mêmes enseignants qui sont censés former ces administrateurs de soins-là ne sont pas du tout informés de la modification de ce projet de décret-là. Dans quel pays sommes-nous? Comment on peut modifier le projet de décret d'un établissement sans que l'administration ne soit pas au courant, sans que les enseignants ne soient au courant? Les membres de la Convention dénoncent l'amateurisme et l'incompétence du ministère de la Santé qui veut leur imposer le diplôme d'administrateur, mais ce Diouf est membre de la Convention. Encore une fois, nous le disons et nous le répétons, un diplôme d'administrateur de soins n'existe nulle part dans le monde. Comme on dit un pays où il y a un diplôme qui s'appelle administrateur de soins. Ya Haïchi, administrateur de soins ne peut pas être l'intitulé d'un diplôme. L'administrateur de soins est une fonction, ce qui prouve encore vraiment leur amateurisme et leur incompétence. Regroupés en collectif, ces enseignants et écoles de formation en santé dénoncent également le manque de programmes de formation. Il n'y a pas un programme pour former des administrateurs de soins ici à l'NDSS. Ce que nous avons, c'est le programme de licence, le programme de master. C'est ça que nous avons. Donc, s'ils veulent recruter des administrateurs de soins, qu'ils sachent qu'il n'y a pas un programme. Il n'y a pas un programme et nous, on ne va pas les former. Nous ne participerons pas au concours de recrutement, nous ne participerons pas à la formation des administrateurs de soins parce qu'il n'y a pas un programme. Les membres de la Convention se disent prêts à en
découdre avec le ministère de la Santé. D'ailleurs, un sitting est prévu le 13 avril pour dire non à ce projet. Doumokal Soumli, autorisation des dépenses et recettes. La commune de Louga a tenu une session municipale sur les deux questions. Mais la question liée à l'emploi a occupé les débats et c'est pourquoi le maire Moustapha Diop a demandé aux usines présentes dans Ndiambour de recruter les jeunes. Le conseil municipal veut aussi porter le plaidoyer auprès du chef de l'État pour la réouverture de l'usine Sotex K de Louga. Ismaël Mbeng Fall, adjoint au maire avec Abraham Polpouy. Aujourd'hui, le maire même est allé plus loin en posant effectivement un problème qui est lié au problème d'emploi, qui aujourd'hui est un problème d'actualité au Sénégal. Et c'est dans cette lancée que le maire ministre Moustapha Diop, au cours du conseil municipal, a demandé d'abord à ce que la SPA puisse effectivement absorber encore davantage de jeunes pour leur permettre d'avoir de l'emploi. Et la Sonacos surtout, parce que cette année, comme je l'ai dit tantôt, a été une année très pluvieuse. Il y a du travail, ça, tout le monde le constate, et c'est pourquoi aussi demandons d'abord à ce que effectivement la Sonacos puisse absorber des jeunes, permettre à des jeunes d'avoir du travail, même temporaire c'est bien, mais aussi et surtout que les camions qui viennent effectivement, qu'ils puissent effectivement payer effectivement des taxes et des redevances, permettre effectivement à la mairie d'avoir des recettes, de pouvoir améliorer effectivement son budget. La Soseca effectivement a été pendant longtemps un joyau, un bijou pour effectivement la jeunesse, parce que plus de 1000 jeunes avaient trouvé un emploi qui leur permettait effectivement de vivre décemment. Plus tard, effectivement, avec le temps, c'est une société qui a périclité et l'a demandé au maire, parce qu'il sait, il est interpellé au premier chef en tant que ministre de l'Industrie, qui effectivement à chaque fois siège sur la table du gouvernement, demande au président de la République de mettre les moyens qu'il faut, les fonds qu'il faut, pour effectivement relancer effectivement cette usine qui permettra d'absorber des milliers de jeunes, ce qui permettra effectivement d'absorber une bonne partie de cette jeunesse qui est là, désœuvrée. C'était Ismaël Mbeng Fall, adjoint au maire de Louga. Adaptation, formation, emploi, un défi immense pour le Sénégal. L'Institut supérieur de formation professionnelle en fait une priorité, en atteste la convention qui a été signée avec l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. C'est dans le dessein de mieux prendre en charge la question. Abdou Diouf Diagne. Ce partenariat entre ces deux structures vise à faciliter l'employabilité et l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. À travers cette convention, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio propose des formations pour une main-d'œuvre de qualité qui pourra être absorbée par les entreprises installées sur la plateforme de la Prosi. Mbose Ndiaye Gueye est directrice de l'IGEP de Diamniadio. L'émergence économique d'un pays ne peut se faire sans ressources humaines de qualité. Par ailleurs, la création et l'enrichissement d'une synergie partenariale entre les établissements publics de formation professionnelle supérieure sont d'autant plus impératifs que le président de la République a toujours été sensible aux problématiques liées à l'emploi et l'employabilité de nos jeunes. La création d'une relation partenariale avec la Prosi a été fortement souhaité. Mohamed Ba, directeur général de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels, se félicite de ce partenariat. Avec la phase 2 qui démarrera sous peu, ce sont 19 hangars industriels qui viennent compléter les 5 hangars qui sont existants, qui seront bâtis et des milliers d'emplois seront créés. Au terme, la plateforme va générer 23 000 emplois directs et indirects. Le domaine industriel de Diamniadio, qui est à côté, n'est pas en reste non plus. Plus d'une quarantaine d'entreprises qui sont en activité actuellement et une centaine sont en construction ou en phase de démarrage. La Prosi aussi compte accompagner l'ISEP de Diamniadio dans la définition des programmes de formation dans le domaine de la production et des prestations de services dans les chaînes de valeur. RFM Rifisque, Abdou Diouf Diagne. RFM, partout. Tout le temps. À midi 13 minutes, religion à présent, vendredi saint, célébration de la passion du Christ, l'avant-veille de Pâques, chemin de croix dans plusieurs paroisses tout à l'heure à 15h pour reprendre les 14 stations qui ont mené à la crucifixion de Jésus sur la croix. En ce vendredi saint, donc, qui précède le dimanche de Pâques, les chrétiens prient pour le monde entier. Les explications de l'abbé Alphonse Biramdour, curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Que depuis que nous avons commencé le Triduum pascal, nous célébrons un seul mystère, mais un seul mystère avec plusieurs célébrations. Et donc aujourd'hui, vendredi saint, nous célébrons et commémorons la mort de Jésus sur la croix, la passion de Jésus-Christ et qui le mène jusqu'au calvaire. C'est un jour où nous célébrerons cette mort en nous rappelant ce qu'il a vécu à travers le chemin de croix, à travers la lecture de la passion. C'est le seul jour où il n'y a pas de messe dans l'église. C'est le jour aussi où nous faisons la grande prière de l'Église qui permet aux chrétiens de prier pour le monde entier, pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes, pour le peuple de Dieu, pour les juifs, pour les musulmans, pour ceux qui ne partagent pas avec nous la même religion. C'est la grande prière de l'Église. Pour les dirigeants, les gouvernants, tous les acteurs politiques, eh bien,
C'est cette prière que nous élevons vers Dieu en ce jour de souffrance où lui-même a donné sa vie pour le monde. Voilà le sens du vendredi saint que nous vivons et qui nous mène jusqu'à la fête de Pâques où nous célébrerons la joie de la résurrection. Au cœur de ce vendredi saint, il y a la belle tradition du Ngalax qui justement nous donne de pouvoir faire vivre cette solidarité et cet amour que nous avons, cette affection que nous avons les uns les autres vis-à-vis de nos frères qui ne partagent pas la même religion. De même que cela se fait en islam, au temps de la Korité et de la Tabaski, au temps de la Tamkharit, de même également les chrétiens partagent ce mets délicieux qu'on appelle le Ngalax. Pâques avec son Ngalax, la Tabaski avec ses moutons, donc autant qui en tout cas favorise la fraternité entre frères musulmans et chrétiens. Vous venez d'entendre l'abbé Alphonse Biramdour, le curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Vous les avez peut-être entendus justement sur cette antenne hier, des familles chrétiennes de Ziguinchor qui regrettaient le fait de ne pas pouvoir perpétuer la tradition, le Ngalax, une conséquence de la crise sanitaire. Conscient de cela, le directeur de l'analyse et de la prévision des statistiques agricoles est venu en aide à quelques-unes de ces familles. Naturellement, les bénéficiaires Lamine Ba ont salué les gestes. Une centaine de ménages démunis a pu bénéficier d'un appui social pour faire face aux dépenses liées à la préparation du Ngalax. Elles ont reçu des mains d'Ibrahima Mendy, directeur de l'analyse et de la prévision des statistiques agricoles, une tonne de sucre répartie entre les familles bénéficiaires. El Bachir Badji, porte-parole du donateur. Nous avons procédé à une distribution du sucre pour la communauté chrétienne qui doit célébrer la fête communément appelée le Ngalax. Une tonne de sucre, 100 familles bénéficiaires, au titre de 10 kg par famille. Le contexte de crise sanitaire dans lequel se célèbre Pâques est à l'origine d'une crise économique qui affecte de nombreux ménages. Le geste du donateur s'inscrit dans une volonté d'aider ces familles démunies à sacrifier à la traditionnelle préparation du Ngalax, gracieusement servie aux voisins et aux proches. Nous sommes jusqu'à présent dans cette période de Covid-19, de cette pandémie, et que les gens sont toujours là, en train de se débrouiller pour pouvoir avoir des moyens pour quand même la fête. Et si vraiment ces gens-là qui sont dans des difficultés, on arrive quand même à les apporter un soutien qui les permettra quand même de fêter. Je pense que ça, vraiment, c'est un acte vraiment à saluer. Recevoir un tel soutien en pleine préparation du Ngalax est un acte salutaire, dira Sandrine Lopi, l'une des bénéficiaires. Je suis particulièrement satisfaite de ce geste. Pour vous dire vrai, j'avais fini de faire les courses. Il me restait juste à trouver du sucre pour le Ngalax. Là, c'est fait. Merci aux généreux donateurs. Le donateur invite les bonnes volontés à donner sens à la solidarité agissante entre chrétiens et musulmans en venant en aide aux plus démunis dans un contexte de crise économique qui a bouleversé tous les schémas de célébration, de fête. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, merci. Midi 17, la suite du journal. Et nous parlons de cette saisie record pour l'année 2020. La douane de la zone centre, a incinéré plus de 6 tonnes de drogue et des médicaments. Cette zone centre du pays est d'ailleurs devenue une plaque tournante de la drogue et de la fraude, estime le commandant de la zone centre des douanes, le colonel Bourama Diémé, avec Ibrahima Diamé. Nous sommes là pour tout simplement d'abord sacrifier à cette tradition d'incinération des saisies de drogue, mais en même temps marquer notre présence par cette satisfaction, parce que tout simplement c'est des saisies records. Donc pour rappel, le mois dernier on était à Kaffrine où on a incinéré plus de 4 tonnes de chanvre indien et 3 tonnes de médicaments. Aujourd'hui encore, on est là à Kaolack pour plus de 6 tonnes également et une valeur de presque 892 millions de médicaments. Donc je pense que c'est un travail qui a été fait par la douane, mais aussi par les forces de défense et de sécurité. Parce que dans ces saisies qui ont été faites, on y a associé les saisies de l'OCRETIS. Et donc c'est un travail de synergie qui est fait et l'ensemble des forces en fonction des compétences, des positions de chacun, et nous parvenons à réaliser ce travail-là. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Au Burkina d'abord, 6 volontaires pour la défense de la patrie tués par des hommes armés. Les assaillants ont attaqué le camp de base des forces armées à Dou, dans le nord du pays. C'est au cours de leur riposte et de la traque lancée contre les assaillants qu'ils sont tombés dans une embuscade. L'attaque s'est produite hier jeudi. En Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale décline ses priorités. Amadou Soumaoro s'engage à œuvrer au renforcement
l'élargissement des pouvoirs des députés durant son nouveau mandat, le deuxième à la tête de l'institution parlementaire. Gobia Yabi. Abidjan, le 1er avril 2021, s'est ouverte la session ordinaire de l'Assemblée nationale, marquant la rentrée parlementaire de la législature 2021-2025. Le président Amadou Soumaoro s'est engagé à placer son mandat sous le double signe du travail et de la cohésion. Je m'engage devant vous à placer mon mandat sous le double signe du travail et de la cohésion dans le respect des différences. La nouvelle législature qui s'ouvre ce matin doit être à la hauteur des nombreux défis de notre temps. Elle doit promouvoir des débats parlementaires dans le respect des règles démocratiques et dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour rappel, Amadou Soumaoro a été réélu le 30 mars dernier par la majorité des députés ivoiriens. Sa réélection fait couler beaucoup d'encre et de salive du fait de son état de santé fragile. Il est rentré de Turquie 72 heures avant l'élection, pays où il a séjourné depuis le 11 mars pour raisons médicales. Ici à Abidjan, Gobia Yabi, RFM. Gobia Yabi, présidentielle d'avril 2021 au Bénin. Les candidats poursuivent leur contact avec le peuple. Le président sortant, Patrice Talon, était avec ses parents hier, 1er avril à Ouida. Salomon Dossou. Une semaine après le démarrage de la campagne électorale pour le compte de l'élection présidentielle du 11 avril prochain, les différents duos poursuivent leur prise de contact avec les populations des villes et campagnes du pays. Le président sortant, Patrice Talon, était hier, jeudi 1er avril, face à ses parents de la ville de Ouida. Ouida, la cité historique et touristique, ville côtière, située à 40 km de Cotonou, il sonnait 15h10 quand le président candidat et le maire de la ville, Christian Wetchinou, font leur entrée au stade municipal. Un accueil digne de celui d'un fils du terroir. Plus de 15 000 personnes debout avec tambour, trompettes, chants et danses pour accueillir leur frère, président candidat à sa propre succession. Pendant près de 2 heures d'horloge, le candidat a tenu en haleine un stade plein à craquer. Le candidat puise dans son programme d'action 2021-2026, je cite: les hôtels qui seront construits à Ouida dans le cadre de la promotion du tourisme, vous n'aurez pas son modèle ailleurs en Afrique. Après les infrastructures, l'eau, l'électricité, les stades, etc., notre argent servira maintenant à aider chaque citoyen. Nous allons donner à nos enfants la formation nécessaire pour que les usines viennent s'installer en nombre au Bénin. L'État veillera et deviendra un acteur du GSM avec notre argent. Nous pouvons donner de l'Internet à tous. Fin de citation. Ce sont entre autres les projets du candidat Talon pour la population béninoise. De Cotonou, Salomon Dossou pour RFM. Au Niger, pour terminer, Mohamed Bazoum prend fonction officiellement ce vendredi. La cérémonie vient de prendre fin à Niamey, la capitale. Un extrait du discours du nouveau président nigérien, Mohamed Bazoum, évoque la lutte contre le terrorisme. J'engagerai les actions qu'il faut pour mettre rapidement fin aux souffrances des populations dont la vie est empoisonnée par les rapes, les paiements de rançon, les paiements de l'impôt aux groupes terroristes, les extorsions, les enlèvements d'animaux et les crimes systématiques. Nos forces de défense et de sécurité jouiront de mon plein soutien, comme cela avait été le cas avec le président Issoufou Mahamadou, pour disposer de tous les moyens dont elles ont besoin pour le combat courageux qu'elles mènent contre le terrorisme. Tirant les leçons de ce combat que nous menons depuis bientôt 10 ans. Notez que son adversaire du second tour de la présidentielle au Niger, Mahaman Ousmane, continue donc de contester la victoire de Mohamed Bazoum. Pas plus tard qu'avant-hier, un coup d'État a été déjoué au Niger. En Taïwan, pour terminer, le déraillement d'un train a fait une 50aine de morts, plus d'une 60aine de blessés évacués à l'hôpital. L'accident aurait été causé par un engin de chantier qui, après avoir glissé d'un talus, a heurté le train qui s'apprêtait à entrer dans un tunnel. Merci beaucoup, Georges Détidiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Point de vue polémique sur la tenue des élections locales. Comment trouver un consensus entre les deux principaux camps, le pouvoir et l'opposition? Débat en fin du journal avec nos deux intervenants. RFM Sport. C'est une nouvelle voie pour le sport de ce midi. Mohamed Ali Mouba dans sa tenue de sportif, bien que pas sportif. Mohamed Ali Mouba, bonjour, bienvenue. Sportif, hein? Bonjour à tous. Et nous parlons d'abord de la suite de cet après-midi du premier tour de la Coupe de la Ligue de football. Oui, au stade Massène Sène de Fatick, deux matchs ils sont prévus à 15h30. Diamono accueille Demba Diop FC de Mbour, 18h EJ Fatick croise Kermadior de Mbour. Le stade Ibrahima Boye abrite aussi la confrontation entre Douane et Linguère à 16h30 et puis à Sali au stade de Fodé Wade à 16h30 toujours. Sonacos Casa Sport lundi pour la fin du premier tour de la Coupe de la Ligue. Week-end de match pour les clubs sénégalais engagés dans les compétitions africaines. Oui, le Giraffe de Dakar en Coupe CAF s'oppose dimanche au Burkinabé de Salitas au stade Lat Dior. Une confrontation à enjeu pour les Médinois qui veulent bien lancer leur saison dans cette compétition. Match sans enjeu par contre pour Teungueth FC, éliminé de la Ligue des Champions qui croise demain les Tunisiens de l'Espérance. Badara Sarr, président du syndicat des entraîneurs de football, donne son avis au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Pour Teungueth, on peut dire que les carottes sont cuites. Maintenant, il va falloir essayer de terminer en beauté. Donc, et puis surtout préparer les échéances futures. Parce que Teungueth, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, pour pouvoir exister en Afrique, il faut impérativement repasser année après année dans ces compétitions-là. Donc, c'est une expérience de plus que Teungueth doit acquérir. Donc, sur ces matchs-là, donc il va falloir que l'équipe de Teungueth reste très concentrée parce que c'est important pour ce qui est du classement au niveau de la CAF pour permettre peut-être à l'année prochaine à d'autres équipes sénégalaises de pouvoir être qualifiées. C'est le quotient pour les compétitions africaines. Pour le Giraffe, c'est un match hyper important pour le Giraffe parce que Salitas quand même c'est une équipe qui a eu des points. Je pense qu'ils sont classé, je pense, deuxième. C'est un match important pour le Giraffe parce que sûrement c'est un peu une finale à mon avis. Donc c'est une équipe du Burkina quand même qui n'a pas l'histoire du Giraffe mais une très bonne équipe. Maintenant à mon avis comme c'est le Giraffe qui reçoit, c'est un match qu'il faut gagner. Là pour pouvoir exister vraiment il va falloir gagner ce match-là. Ensuite pour pouvoir regarder la suite. Donc les Burkinabés ne vont pas venir en victime. Ce sera un match très disputé. Maintenant, à mon avis, le Giraffe doit prendre ce match-là dès le départ. Essayer parce que l'adversaire de toute façon ne connaît pas le Giraffe. Comme le Giraffe aussi ne connaît rien, ne connaît pas grand-chose de l'adversaire. Donc à mon avis, comme c'est le Giraffe qui reçoit, le Giraffe joue à domicile. Vraiment, il va falloir faire un pressing d'emblée, ne pas donner à cette équipe-là l'occasion de s'exprimer. Voilà, c'était donc Badara Sarr. Mohamed Ali Mouba. On termine avec ces tristes nouvelles, ce deuil qui frappe le monde sportif. Oui, particulièrement celui du football endeuillé par le décès du technicien Alassane Dia ce matin des suites d'une maladie. Comme entraîneur, Alassane Dia a gagné 4 fois le championnat de football sénégalais avec différents clubs. Il occupait le poste de directeur technique de Teungueth FC. Témoignage du rédacteur en chef de Sport News Africa. Demba Varor parle de pertes inestimables. Alassane Dia était un homme multidimensionnel. Demba Varor au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Alassane Dia était, sur le plan humain, quelqu'un de très bien. Il savait écouter, comprendre et expliquer. Il était très posé, ambitieux, mais était humble et savait toujours sortir le mot juste pour éviter que ses joueurs soient euphoriques. Sur le plan professionnel, il fait partie de ces techniciens qui ont à la fois marqué l'époque amateur et également l'époque professionnelle. Aujourd'hui, beaucoup vont parler de son passage à Pékin, où il gagne évidemment 2 trophées avec le championnat, qui gagne avec un parcours exceptionnel à la fin. 6 victoires d'affilée pour dépasser le grand Giraffe de son ami Abdoulaye Sarr. Et il gagne également la Coupe de la Ligue de manière brillante. Mais moi, le Alassane Dia que je retiens, c'est le Alassane Dia qui a été à la tête de Guédiawaye FC, qui a maintenu ce club sans moyens, mais avec des maintiens très rapides. Il m'a dit, Demba, on n'a pas assez de moyens, on a repris très tard, et donc pour ne pas surcharger mes joueurs, je vais faire une préparation athlétique très
très souple. Comme ça, on va prendre beaucoup de points en début de saison et ça me permettra peut-être à la trêve de refaire une nouvelle préparation physique. Mais ce que je veux, c'est maintenir cette équipe-là très tôt et peut-être jouer dans le ventre mou du tableau. Et à la fin, c'est ce qui s'est passé. Malgré d'énormes difficultés, malgré les arriérés de salaire, les joueurs étaient restés pratiquement 5-6 mois sans être payés. Il a été parvenu à maintenir très tôt Guédiawaye FC. Et ce Guédiawaye FC-là était toujours capable de battre de grosses écuries, que ce soit à Guédiawaye ou à l'extérieur. Donc, chapeau à cet homme très discret. On perd un éminent technicien de la trempe de Karim Sékou Diouf et autres. Demba Varor, à l'instant, rédacteur en chef du Sport News Africa sur la mort, le rappel à Dieu d'Alassane Dia. Vous l'avez connu, vous l'avez aimé. C'est bien terminé c'est ce journal des sports. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. On reste avec vous justement pour la presse de ce vendredi. Bonjour. Report des locales, l'opposition prend le maquis. Rébellion totale depuis que la majorité a signifié son intention de ne pas tenir les élections en 2021. Un projet de loi a été introduit, vous le savez, à l'Assemblée nationale au fin de proroger le mandat des élus et de reporter les joutes à l'année prochaine. Pour ne pas cautionner une telle décision, l'opposition claque la porte du dialogue et menace, informe en manchette le journal Le Témoin. Plus question de dialoguer quoi que ce soit. Le journal LAS en conclut que le dialogue politique est en nous trouble. Le FRN suspend sa participation aux travaux de la commission politique du dialogue jusqu'à nouvel ordre. Relève pour sa part le journal Les Échos. Mais le journal se fait fort de relever dans la foulée une possibilité de concession du pouvoir. À l'appui de son argumentaire, le confrère note qu'il y a des tractations pour introduire un amendement afin de proposer janvier 2022 pour les locales. La société civile, elle aussi, est pour qu'on coupe la poire en deux, contenter tout le monde. Le chef de l'État, invité d'ailleurs à aller dans ce sens. En tous les cas, ce matin, l'Assemblée nationale va devoir jouer les arbitres, signale Sud Quotidien. Antoine Félix Diome, le ministre de l'Intérieur, sera aux manettes pour défendre le projet de loi. Le journal note que ce sera majorité mécanique contre minorité sulfureuse. Le fil du dialogue rompu en tous les cas, constate le journal Tribune. Mais malgré tout ce brouhaha en coulisses, les états-majors affûtent leurs armes. Pourtant, partout, c'est la remobilisation, constate le journal Enquête. Et les locales à Dakar, ça sonne comme la mère des batailles, écrit le journal. La bataille fait rage pour le contrôle de la capitale. Cette année, Pastef compte jouer les troubles faits. Sonko concocte d'ailleurs en ce moment un livre sur la décentralisation pour mieux se légitimer. Tahaou Sénégal de Khalifa Sall enchaîne les visites de terrain. Le PDS, quant à lui, se dit non seulement prêt à Dakar, mais partout dans le pays. Et sur la route des locales, Cheikh Oumar Anne et Abdoulaye Daouda Diallo qui mobilise pour Macky dans le Fouta. Weddi Gis Bokouchi, Podor restera le titre foncier du président, déclare-t-il. Leur propos repris en première page de Vox Populi. La paire adoube Macky et tire sur l'opposition, écrit le journal Les Échos. Rush et compagnie à mode double XL, pianote le journal Sosa. Rush, c'est bien sûr Cheikh Oumar Anne. Podor répond à l'appel et attend sa part des 350 milliards de francs CFA de financement pour les jeunes, relève l'Observateur. Paris réussit aussi pour Aïda Ndiong. Le journal Tribune qui parle de transhumance constate qu'Aïda Ndiong rejoint officiellement la mouvance présidentielle grâce à son mouvement Le Razan. Dialogue politique toujours, jeu et piège. Comment la majorité a perdu l'opposition dans ses exigences? L'Observateur qui s'interroge note que le FRN a été pris à son propre jeu. L'audit du fichier électoral et le processus technique, les délais à respecter en matière de révision des listes. Tout cela a fini par bouffer du temps et mettre le pouvoir dans l'impossibilité de tenir les élections cette année. Pour le commentateur de Vox Populi, l'opposition joue les opportunistes. C'est juste parce qu'elle sent un vent porteur souffler en sa faveur depuis l'éclatement des violences de mars dernier. Cela a révélé, selon le journal, une grosse colère contre le pouvoir. Et quoi de mieux que des élections locales maintenant rapidement quand on peut jouer sur la colère des masses. Une visite qui débouche sur un malaise, celle du professeur Raoul,
Raoul, l'observateur note que dans le milieu médical du Sénégal, la visite du professeur Didier Raoul a créé un malaise. L'on s'interroge encore sur le fait que l'expert médical français ait séjourné 6 jours durant au Sénégal sans rencontrer son collègue infectiologue, le professeur Seydi, en charge des patients atteints du Covid. Du nouveau dans l'affaire du prophète de Kolda, le journal Observateur nous dit que 4 filles et 6 garçons ont été rendus à leur famille. Le journal revient aussi sur la joie des orphelins et leur état psychologique. Reportage à Sarengaya. Et puis sport à la une de Stade Quotidien, éliminatoire mondial 2022. Aliou Cissé en sursis. Le journal note qu'il a 6 matchs pour convaincre. Double confrontation contre Namibie en septembre. Togo et Congo à affronter en juin. Retrouvailles avec le Togo et le Congo en octobre prochain. Dans le journal Sunu Lamb, contre l'acte 2, ce 4 avril, Eumeu Sène, un ex-roi en sursis. Le journal nous dit qu'il doit éviter un second revers d'affilée. Le mot d'ordre dans l'écurie Taïchingue, c'est gagner, gagner et gagner encore. Bonne lecture à tous.